Bonjour et bienvenue dans Enquête sociale. Aujourd'hui dans notre numéro, nous allons essayer de comprendre en quoi le poids de l'origine sociale peut avoir un impact sur notre société. En effet, en France, nous pensons aujourd'hui que les inégalités tendent à diminuer grâce au gouvernement et aux aides qu'il apporte à ses citoyens. Cependant, au regard des chiffres, les choses semblent différentes. En effet, nous pouvons observer que de 2003 à 2012, le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves ont augmenté de plus de 33%. Il s'agit du déterminisme social. En effet, le déterminisme social, selon les sociologues, explique que la société est l'un des premiers facteurs d'influence sur les individus, et donc que l'origine sociale peut avoir un impact majeur sur le futur de ces 10 individus. On s'en rend compte alors que ces inégalités sociales, malgré ce que l'on pense, ne tendent pas à diminuer, mais ont continué à augmenter au travers des années. Ça a notamment été mis sous les projecteurs durant la crise sociale de 2005 dans les banlieues en France, qui ont prouvé effectivement que les inégalités sociales étaient omniprésentes dans notre société. Dans ce numéro spécial, nous allons tout d'abord, en quelques chiffres, essayer de vous présenter et d'expliquer le déterminisme social, pour ensuite enquêter sur les façons qu'ont les entreprises et les particuliers de lutter contre le déterminisme social, et ainsi relancer l'ascenseur social. Le déterminisme social commence très tôt, dès la tendre enfance. Et pour pouvoir l'étudier, nous devons d'abord définir trois grandes strates dans la vie de l'enfant qui vont définir ces inégalités. Ces trois strates sont la famille, l'école et enfin l'emploi. Tout d'abord, on peut définir les inégalités sociales au sein de la famille. En effet, on n'est pas tous égaux, que ce soit d'un point de vue culturel, social ou économique, ce qui va entraîner des inégalités sociales, notamment dans les zones les plus défavorisées. Ces zones les plus défavorisées vont entraîner, quand l'enfant va rentrer à l'école, des inégalités de traitement. En effet, les zones d'éducation prioritaire et les réseaux d'éducation prioritaire démontrent une qualité et un temps d'enseignement qui est différent de celui des écoles ou de l'éducation dite classique, ce qui va forcément mener à une ségrégation de ces écoles et un climat scolaire très tendu, ce qui va accentuer cette ségrégation. Malheureusement, cette différence de traitement va forcément emmener une inégalité de résultats, car la différence de traitement va faire croître les écarts de niveau entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés, menant à une orientation qui est souvent différente. En effet, la zone d'éducation prioritaire ou les réseaux d'éducation prioritaire vont souvent favoriser pour les élèves des filières plus technologiques ou professionnelles, et donc pas forcément les orienter vers quelque chose qui les plairait, mais quelque chose qui leur permettrait plus facilement d'avoir un diplôme. Et donc forcément, ça va entraîner une inégalité de diplomation, car la valeur intégrée des diplômes, notamment au niveau du MAC, est différente d'une filière classique à une filière d'enseignement prioritaire, et in fine, au niveau de l'insertion à l'emploi, va créer de grands écarts entre les différentes zones, car l'insertion est plus faible et moins valorisée pour les élèves défavorisés. Nous allons ensuite analyser donc cet écart des réseaux d'éducation prioritaire avec quelques chiffres. On se rend compte vraiment de l'importance de ces inégalités dès le collège. En effet, dès l'entrée en 6e, on se rend compte qu'un élève sur 5 des réseaux d'éducation prioritaire sont déjà en retard, notamment au niveau de l'écriture, du calcul et de la lecture. Ces inégalités vont continuer à se creuser jusqu'à la fin du collège, et on se rend à nouveau compte que seulement 35% des compétences requises en 3e sont maîtrisées par ces élèves de secteurs défavorisés, contre 80% pour les élèves d'écoles privilégiées. Et donc forcément cela va entraîner des retards vis-à-vis de leur diplôme, car 3 élèves sur 4 réussissent à obtenir leur diplôme du brevet, contre 9 élèves sur 10 dans les zones plus privilégiées. Et donc dès l'entrée au lycée, on se rend compte que 3 fois plus d'élèves de milieux modestes terminent le collège avec des lacunes, et donc commencent leur entrée au lycée avec d'énormes difficultés, ce qui va in fine pour le bac montrer que les élèves d'ouvriers ont 11 fois moins de chances de l'obtenir que des élèves de cadre. Mais pour mieux comprendre ces écarts et le déterminisme social, nous avons décidé de faire intervenir quelqu'un qui travaille dans l'Institut Télémac en tant que mécène de compétences, et qui va un peu nous expliquer comment des grandes entreprises, comme BNP Paribas par exemple, peuvent aider à combattre le déterminisme social et à relancer l'ascenseur social. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours professionnel ? Bonjour, je vais vous présenter mon parcours professionnel. J'ai travaillé chez BNP Paribas de 2008 à 2014 en tant qu'employée à la diversité. Et à partir de 2014, j'ai choisi une réorientation professionnelle et commencé une formation de coach
En parallèle, j'ai travaillé avec le groupe BNP Paribas en mécénat de compétences 2 jours par semaine. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du développement de la RSE au sein du groupe BNP Paribas? Oui. En 2005, le problème dans les banlieues va pousser BNP Paribas à s'engager pour devenir un acteur et aider les jeunes et les soutenir dans leurs études, en créant ce partenariat avec des associations telles que Télémac. En tant qu'acteur majeur de l'économie, le groupe BNP Paribas se devait d'être un acteur social. BNP Paribas s'engage à aider les jeunes et rencontrer ces différentes associations qui œuvrent dans ce sens. En 2007, une première directrice de la diversité est nommée au sein du groupe au sein des RH du groupe BNP Paribas. Et en octobre 2017, il y a eu la création de l'engagement qui fait partie de l'axe RSE de la banque. Habituellement, l'engagement de BNP Paribas est plutôt pour les employés. Le groupe les aide pour les faire passer sur des postes dans des associations sur leurs dernières années de carrière. Et pour ma part, c'était plutôt fait dans le cadre d'une expérience expérimentale. Super. Pouvez-vous nous parler de l'association Télémac? Alors, l'action de Télémac, voilà, ça se passe comme ça. Chaque filleule Télémac est accompagnée individuellement pendant plusieurs années par 2 parrains. Un premier qui est un tuteur d'entreprise salarié volontaire d'une entreprise partenaire et un second qui est un référent pédagogique qui est membre de l'établissement scolaire du jeune. Donc ces deux parrains ont pour rôle de construire une relation de confiance suivie et riche en dialogue avec leur filleule afin de l'aider à prendre confiance en lui, à surmonter des difficultés éventuelles et à aller plus loin de ses envies et de ses capacités. Les jeunes que nous accompagnons sont des collégiens, des lycéens et des apprentis. Ce sont des jeunes méritants et motivés issus de milieux modestes. Ils sont suivis du collège ou du CAP jusqu'au baccalauréat et bénéficient d'un accompagnement individuel par un tuteur d'entreprise et un référent pédagogique et d'un accompagnement collectif par la mise en place d'activités organisées par l'Institut Télémac. Et également bénéficient d'une aide financière qui permet de construire et mener à bien leurs projets. Vous pouvez nous dire comment la BNP et Télémac travaillent ensemble? Alors pour ce type de mission, le collaborateur de BNP Paribas est mis à disposition d'une association à temps complet ou partiel pour la réalisation d'un projet précis. Ces missions sont adaptées aux situations de transit de carrière, comme par exemple lors d'un retour d'un poste à l'étranger. C'est aussi un outil de gestion des carrières et de fidélisation des collaborateurs du groupe. En effet, chez BNP Paribas, le bénévolat et le mécénat de compétences sont très complémentaires, d'autant qu'ils sont souvent réalisés auprès des mêmes associations partenaires. Dernière question, quels impacts ont eu pour vous ces différentes missions chez Télémac? Surtout donner de mon temps à des enfants qui sont dans le besoin, c'est pour moi une victoire personnelle. On ressent vraiment l'impact de nos actions concrètement. Et puis, comparé à un investissement financier où on donne de l'argent sans forcément savoir à quoi cela va servir, l'investissement personnel dans une association prouve notre contribution et permet d'aider son prochain et ça aide également à se sentir plus citoyen.